Donc, je voudrais inviter à me rejoindre sur scène Ángela Molina et Germinal Rouault. Ángela Germinal, voilà, merci encore une fois, merci beaucoup d'être ici avec Cosmos. C'est presque un peu dur comme ça de revenir ici et de quitter le Yucatan, le monde Cosmos que vous avez construit. Mais voilà, ça va être un moment aussi agréable d'échange, de conversation. D'abord, tout simplement, Germinal, si tu peux peut-être parler un peu de ton désir de faire ce film et lié à ça, parce que c'est tellement étroit ce lien, la rencontre avec Ángela, avec Lena donc. C'est un très vieux rêve dont j'ai pris les premières notes dans un carnet il y a plus de 15 ans au Mexique. Et j'ai beaucoup voyagé au Mexique. J'ai fait un travail photographique sur une communauté maya il y a bien longtemps. J'y suis beaucoup retourné aussi. Et puis, ce peuple, cette terre, ce territoire, cette géographie, cette lumière a révélé chez moi le besoin d'essayer de me réconcilier avec la peur de mourir. Et voilà, c'est un peu ça que j'ai essayé de faire avec ce film. Et tes personnages, tes protagonistes, donc Léon et Lena, et cette rencontre avec Ángela, j'ai l'impression, en tout cas, je connaissais le projet déjà depuis longtemps et ce désir qui était assez concret par rapport à Ángela. Si tu peux en parler plus. On en Et avait votre parlé ensemble, rencontre. c'est vrai. C'est toujours assez mystérieux de comment on trouve les acteurs ou les personnages qui vont comme ça interpréter un film. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a très longtemps, j'avais rencontré quelqu'un qui ressemblait à Andrés, que je n'ai jamais retrouvé, mais que j'avais rencontré au Yucatan il y a longtemps, et qui vivait seul et qui était un homme solitaire, comme ça, qui travaillait dans une mine de sel. Et donc lui, il a vraiment réveillé cette envie de faire ce film, en tout cas de continuer, en tout cas de m'accrocher d'abord à un lieu et à un personnage. Et puis le mystère de l'écriture, c'est qu'on commence et puis on tire le fil et puis le personnage de Lena est arrivé. Et j'avais le sentiment que d'une certaine façon, ces deux personnages étaient comme les deux faces d'une partie de moi. Le côté très cartésien et de Lena qui est remplie de peur, peut-être de certaines certitudes, mais qu'elle sent qu'elle doit déconstruire un peu quelque chose. Et puis d'un autre côté, le personnage de Léon, analphabète, mais qui a tout compris et qui sait tout de la nature et de la vie d'une autre façon. Et pour revenir à la rencontre avec Ángela, ça s'est pas fait tout de suite comme ça. Je me souviens qu'on en avait parlé ensemble bien avant le tournage. Et puis Ángela m'a invité chez elle à Madrid.
Et c'est là aussi la rencontre qui fait que tout d'un coup on fait le film ensemble. C'est notre rencontre, notre quand on rencontre quelqu'un qu'on a l'impression de connaître, et puis l'amour qu'elle avait du scénario, ça a été le début de quelque chose qu'on a envie de construire ensemble. Donc voilà. Angela, tu viens donc de découvrir maintenant le film. Oui. Pas pour en parler, mais voilà, quelle cette expérience-là avant et puis peut-être aussi maintenant. Et cette aventure humaine, artistique, toi, Lena. Tu sais, Hola. Déjà, quand j'allais au cinéma, que j'étais toute jeune, adolescente, que je voyais des films de Tarkovsky, ou Kurosawa, ou Bergman, ou Truffaut, ou Buñuel. Et j'ai retourné chez moi, 8 frères et sœurs, un monde par soi-même, ma famille. Et je marchais pas, je volais dans la rue. J'étais dans un autre monde, je n'étais plus moi. Et je me rappelais pas de cette sensation. Mais je l'ai eu avec ce film, en voyant le film. Ça me coûte beaucoup de revenir, tu vois, parce que la pureté du personnage d'Andrés Cazin, ça m'a ému profondément. Je ne comprends pas maintenant pourquoi. La première fois que Germinal est venu chez moi, à Madrid, et qu'on avait fait des répétitions, et qu'on avait lu les scènes, et lui, il disait... Oui, mais Angela m'essaye de... Non, je crois plus cool parce que finalement... Et moi, je disais, oui, mais il faut lire. Mais et maintenant, quand je vois ces deux personnes, parce que c'est pas deux personnages, c'est deux personnes qui se retrouvent, et je vois la science actorale qu'il y a Monsieur Andrés Cassin, qui n'a jamais vu un film dans sa vie avant de l'avoir fait. Et je reste émue, tu vois. Alors, je remercie Dieu pour cette rencontre avec Germinal, parce que ça a été pour moi, je sais pas, une avant et une après, parce que quand j'ai vu ma maman qui maintenant est morte, mais que j'ai vu sa dernière image, elle a rajeuni, elle est devenue super belle dans sa propre paix. Et quand j'ai vu l'image de moi morte là, j'ai ressenti ma mère et ça m'a donné une paix que je vais te remercier toute ma vie. Je t'aime. Et vous pouvez demander tout ce que vous voulez. C'est que c'est difficile parce que qu'est-ce qu'on peut dire de la vie? Mais peut-être, avant de vous passer, je pense qu'il y a des micros aussi dans la salle. Et c'est pas forcément des questions, hein, c'est, je pense aussi des ressentis, des commentaires. Ouais. Pour moi, c'est aussi difficile de, comment dire, avoir une conversation parce que c'est vrai que c'est un film qui me touche profondément, me touche à des endroits qui, je sais pas trop quoi, comment, et c'est un film aussi de l'apaisement. Je pense que ça a un peu été dit par vous. Il y a quelque chose de l'ordre de la, je sais pas, l'apaisement, la paix, la délivrance, cette rencontre qui va à l'essence comme ça un peu de l'esprit humain. En tout cas, c'est ce que je me et ce que je nous souhaite. Et peut-être pour dire quelques mots de plus par rapport à en effet, Andrés Cassin qui a cette présence tellement forte, tellement douce, tellement délicate, c'est difficile à trouver des adjectifs. Et comment on en a parlé un peu aujourd'hui,
comment cette rencontre s'est faite, comment cette recherche même s'est faite pour qu'il devienne ce protagoniste. Il est pas devenu le personnage que je souhaitais qu'il soit. Il est resté lui-même. Et c'est en fait ce qui est assez curieux, c'est que tout le film, nous tous en fait, on a essayé de le suivre ou de s'adapter à son rythme ou à sa lumière. Il y avait quelque chose comme ça quand je l'ai rencontré, mais c'était une aventure folle parce que l'équipe mexicaine qui travaillait sur le casting pendant plus de 6-7 mois, on traversait le Yucatan dans tous les sens pour essayer de trouver le personnage qui était écrit dans le scénario. Je savais déjà que j'avais pas envie de travailler avec un acteur professionnel. Je cherchais voilà, une vérité qui ressemblait à ce personnage que j'avais rencontré des années avant. Et donc cette équipe de casting a vu 500, 600, 700 personnes avec des photos qu'ils ont fait au bord de la route à chaque fois, dans chaque village, dans chaque petit hameau. Voilà, ils rencontraient des gens. On a essayé de travailler avec certains d'entre eux. Et puis j'étais absolument pas satisfait ni convaincu ni de ce que je voyais, ni des rencontres. Il n'y avait pas cette lumière que je cherchais. Et puis on était en préparation, le tournage arrivait, on était à 2 semaines du tournage et on n'avait toujours pas d'acteur. Donc ça commençait à devenir vraiment extrêmement angoissant. Un Rella m'appelait de Madrid et je lui disais ah non ça vient. Elle me dit mais c'est qui alors qui va jouer? On ne savait pas. Et il y a eu ce serait trop long à raconter ici, mais il y a eu toute une aventure, une vieille anthropologue française que j'ai rencontrée qui m'a invité à participer à une cérémonie chamanique où elle m'a dit que je ne pouvais pas faire un film au Mexique si je ne rencontrais pas des chamans, que c'était voilà, ça qu'il fallait faire. Et que, encore plus, si tout était bloqué, il fallait aller voir ces chamans pour essayer de débloquer quelque chose. Et suite à cette cérémonie... Pour être accepté du lieu. Alors il y avait d'abord ça, c'est qu'en arrivant chez eux, on m'a dit mais Germinal, la première chose à faire, c'est de leur demander l'autorisation, que eux demandent l'autorisation aux esprits de faire ce film ici, quoi. Et personne dans l'équipe, dans la production, ni moi-même, on n'avait jamais pensé à ça. Et ça paraissait évident tout d'un coup qu'il fallait passer par là. Donc on a fait cette demande. Enfin voilà, c'était toute une nuit passée avec ces 2 chamans, un homme et une femme. Formidable. Et à la fin, la femme m'a dit que je cherchais pas au bon endroit et que dans mon esprit, à un moment donné, je m'étais dit que peut-être quelqu'un qui serait un peu chaman pourrait être Léon. Et elle m'a dit non, il faut trouver quelqu'un de la terre, quelqu'un. Et puis elle m'a un peu mis sur la piste en me proposant quelques villages où on pouvait aller. Et donc c'est assez mystique tout ça, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et en rentrant à Mérida, après cette cérémonie dans la jungle, j'ai repris le gros book qu'avait préparé la production avec toutes les photos des 600 ou 700 personnages qu'on avait croisés au bord de la route. Et là, il y a une photo qui était la photo d'Andrés qui m'est apparue comme évidente. Il fallait qu'on rencontre cette personne. Et j'ai dit à la production, voilà, le lendemain, j'ai dit, il faut qu'on retrouve cette personne. Et on m'a dit, non, mais lui, il habite dans la jungle, à 4 ou 5 heures de voiture d'ici. Il n'a pas de téléphone portable, on ne peut pas le joindre, on ne sait pas où il est. C'est peine perdue. Et j'ai vraiment insisté, on a pris la camionnette, on est parti, on a été dans le village le plus proche où on pensait qu'il habitait. On a montré sa photo et on l'a retrouvé. Et il vit effectivement dans la jungle avec ses enfants et sa femme, sans eau, sans électricité, dans des conditions extrêmement modestes. Et en le voyant, j'ai su que, comme on le voit là, c'est que tout d'un coup, il y avait une évidence que cet homme-là portait en lui, avec lui, quelque chose qui était ce que j'avais envie de montrer dans le film. Mais c'est quelqu'un qui n'a jamais vu un film de sa vie,
comprenait pas ce que c'est que d'être acteur. Donc on a essayé de lui expliquer, ça a pris plusieurs jours, plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'Angela arrive. Et il a fallu, en fait, ce qui est fou avec ce film, c'est qu'il a fallu le réécrire en permanence. C'est-à-dire que Andrés nous a obligés à arracher pas mal de pages du scénario. Beaucoup de textes étaient écrits pour son personnage qui savait peut-être pas dire ou qu'il n'avait pas besoin de dire parce que c'était plus nécessaire qu'il le dise. Donc Angela était extrêmement courageuse, résiliente et patiente pour accepter aussi tous ces changements. Mais en fait, face à Andrés, on est obligé de suivre. Ouais. Toujours réfléchir. Parce que lui, il est comme ça. Il est comment il se montre, non? Et c'était une bénédiction. C'était découvrir un être qui te regardait et que te voyait totalement et tu parlais, il t'écoutait vraiment, il n'avait pas de stratégie, il savait pas, il n'était pas en train de penser qu'est-ce qu'il devait répondre parce que il écoutait. Alors, et c'était très émouvant pour moi de les connaître. Et puis, il est très loyal. Il continue à me mettre des messages. Mademoiselle, il m'appelle. Mademoiselle, je pense à vous, je vous aime. Vous me marquez. On est là en famille. Et vous savez quelque chose de Germinal? Ah oui, oui, on a un trio de... Et ça fait des années déjà. Il est loyal. Yeah. Il aurait pu être ici cette nuit avec nous. Enfin, il est là, mais ouais. Merci. Maintenant aussi à vous, vous avez la possibilité et sans doute l'envie de partager un mot, question, commentaire. Je vois là-bas. On vous entend. Comme ça? Voilà. Vous avez dit que ce film avait changé quelque chose pour vous dans votre approche, conception de la mort. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots la conception de la mort qu'on rencontre au Mexique? Qu'est-ce que c'est que la mort pour les Mexicains? Merci beaucoup. J'ai peur de dire des bêtises, je sais pas. Non, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a un rapport extrêmement. Le premier rapport que j'ai senti au Mexique avec la mort, c'est un rapport très frontal, même un peu brutal. Et puis au Yucatan, dans la communauté maya, c'est pas aussi brutal. Il y a quelque chose de tout à fait naturel. Il y a un rapport à l'existence. Où la conception poétique ou spirituelle est tout le temps là, en fait. Tout ça fait partie de la vie. C'est nous qui sommes un peu coupés ou enfermés dans nos têtes, à quelque part. Moi, c'est ça que j'ai ressenti avec Andrés et avec d'autres personnages mayas que j'ai pu rencontrer. C'est cette façon de vivre complètement en harmonie, en accord avec la nature et avec la réalité de la mort qui fait partie de cette nature-là. D'autres commentaires? Je vois une main là. Bonsoir. Vous disiez qu'Andrés, s'il pouvait être là aujourd'hui, pourquoi il n'est pas là aujourd'hui? C'est un peu une décision que j'ai souhaitée comme ça parce que un peu pour le protéger. C'est quelqu'un qui est jamais sorti plus loin que. Je pense que le plus loin il a été, c'est à Mérida. Il est très peu sorti de sa forêt et j'avais pas envie de
de lui imposer un voyage, des avions, du stress. On a communiqué ces jours passés par message. Il sait qu'il y a la première du film aujourd'hui. Parce que maintenant, il a un portable, tu disais. La production, effectivement, après le film, il y avait un téléphone portable qui était là pour lui. Ouais. Mais non, mais en plus, je suis pas sûr que ça lui aurait plu. Encore une fois, là, il y a quelque chose de très Maya dans sa façon de voir les choses, c'est que ça l'intéresse, le film, mais ce qui était vraiment intéressant, c'était d'être avec nous et c'était de faire ça. Là, aujourd'hui, il sait que le film existe, donc on va le regarder. Et il se réjouit de le voir quand on ira le présenter au Mexique et si possible pas trop loin de chez lui. Mais il y a vraiment quelque chose qui est... Déjà, le faire participer à ce film, pour moi, c'était une vraie responsabilité. J'avais besoin d'être sûr avec lui que tout était OK, que la, la scène, quand il dit que c'est la première fois qu'il dort dans un lit, c'était vraiment sa réalité pour lui. Il dort dans un hamac depuis qu'il est enfant. Et puis là, tout d'un coup, on l'a emmené dans un hôtel pour le tournage et il a dormi pour la première fois de sa vie dans un lit avec une climatisation qu'il n'arrivait pas à éteindre. Je crois que quand on les présentera au Mexique, il va être ravi de venir. Mais c'est beaucoup d'heures d'avion pour venir pour lui. Enfin, moi, à chaque fois, tellement d'heures d'avion avec le temps, c'est fort. Hein. Mais enfin, je pense un peu comme une mère. Encore, toujours le même. Et puis après, peut-être on change et puis on vous redonne pour faire un peu. C'était pour faire suite à... Parce que, D'accord, bien sûr. pardon, c'était dans l'idée où vous disiez que vous pensiez que c'était mieux pour lui pour le protéger. C'était juste savoir qu'est-ce que lui, il avait répondu. Enfin, vis-à-vis de tout ça. Parce que du coup, j'entends beaucoup que c'est une protection d'une maman et puis vous, par rapport à comment vous pensiez que c'était mieux pour lui. Mais quelle a été sa réponse à lui, en fait? Parce que ça a l'air d'être évident pour vous, mais du coup, moi, je sais pas du tout. Lui, il attend qu'on revienne vers lui. Je pense qu'il nous attend. Enfin, je pense pas. Je sais dans les messages qu'il m'a envoyés récemment qu'il se réjouit qu'on vienne le voir. Et ouais. C'est un autre type de mouvement. Je pense, j'ai l'impression de l'âme, de la vie, de être qui est sur un autre niveau. À chaque fois que j'essaie de lui parler du film, dans les messages qu'on s'envoie, lui me parle de son inquiétude parce qu'il n'a pas plu depuis un mois et qu'il a peur pour ses récoltes. Et voilà, c'est un peu ça le type de rapport qu'il a. Le film, oui, encore une fois, je pense que vraiment ça l'intéresse, mais c'est pas sa priorité là maintenant. Puis il y a une question ici d'abord et puis après ça passe à vous le micro. Merci. Je suis très touchée d'avoir pu assister à cette séance, à ce film. Il est essentiel et bouleversant parce que on s'éloigne de plus en plus des rituels de la mort, en fait. On n'en parle pas. Et quand on se retrouve confronté en premier départ, à un proche, notamment en ce qui me concerne, au départ de ma maman, on est un petit peu perdu. Et puis, je me suis retrouvée un petit peu dans cette scène qui est absolument éblouissante de ce départ de Léna. Il y a un côté complètement mystique et évidemment, j'ai pas pu m'empêcher de retrouver ces moments et ces émotions de départ parce que j'ai pu accompagner ma mère jusqu'au bout. Et je tenais à vous remercier parce que c'est vraiment essentiel de présenter des œuvres comme ça qui nous rapprochent un petit peu de l'essentiel. Parce que pour bien vivre, il faut aussi apprendre à mourir et en parler. Et en fait, ce soir, ça ressemble un petit peu à un café mortel où
euh, Bernard Creta, oui, Bernard Creta avait lancé ça en Valais et j'ai pu assister à des cafés mortels justement où on parle de ces émotions, de la peur de mourir, des gens qui ont perdu des êtres chers et tout. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis Angela Molina a toujours été une effigie féminine pour moi. Je suis moitié espagnole. Donc de la voir là et d'avoir ces émotions à travers son rôle et ressentir le départ de ma maman, ça m'a encore d'autant plus bouleversée. Donc merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Bonsoir. Vous avez choisi le noir et blanc et le format carré. Le format peut-être carré, peut-être pour retenir le souffle du film, parce qu'il y a beaucoup de vent aussi. Et il y a un esprit de souffle de vie un peu dans votre film. Et la deuxième remarque, je me demande si la dernière scène où on voit Léon partir, c'était une façon pour vous de ne pas le retenir. C'est aussi ce que j'ai appris de lui d'une certaine manière. C'est que lui, même sur son propre territoire, il est de passage, comme nous tous. Mais chez lui, c'est tout à fait intégré. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure sur ce film qui n'a pas arrêté de s'écrire, c'est-à-dire que ça aussi, d'une certaine manière, ça s'est écrit avec lui, en l'observant, comme les voix off notamment, que j'ai été enregistré avec lui une année après le tournage, en ayant mieux senti qui il était et comment je pouvais avec lui redonner une voix encore plus forte. Euh, Ce que j'aurais pas pu faire avant de le connaître. Mais tout d'un coup, après ce long tournage au Mexique, euh, j'ai eu envie de l'incarner encore plus en essayant de lui faire dire des choses en voix off voilà. Donc il y a eu ce travail après encore de réécriture avec lui. Une question. C'était de qui la calavera qu'il a tout le temps? Écoute, c'est devenu une espèce de symbole de la mort qui est là. Au départ, c'était dans le scénario, c'était envisagé comme une espèce de menace des gens qui construisent l'autoroute, la route et qui veulent le chasser, et lui qui reste là, et on vient lui montrer qu'un autre Indien comme lui a été tué et que voilà, qu'il faut qu'il parte. Et lui, il prend soin de ce frère d'une certaine manière qu'il connaît pas, mais dont il imagine le destin, et il va aussi enterrer ce crâne. Il me semble qu'il y avait une question ici, déjà au milieu, si vous arrivez, voilà. Et puis voilà, j'ai vu. Et aussi ici. Il y avait une remarque, question intéressante sur le 4/3 et le noir-blanc. Et puis ma question, c'était tout simplement, est-ce que tu as eu un plaisir sans doute tout particulier à mettre le feu à Léna? Alors le format 4/3, mon film précédent, Fortuna, il avait ce format-là parce que je voulais avoir du ciel, avoir comme un espace pour le spirituel, d'avoir un cadre un peu en vertical comme ça. Puis là, je me suis beaucoup posé la question pour ce film, est-ce qu'il fallait aussi que j'utilise ce format-là qui, d'un point de vue photographique, est à mon sens le plus beau format qui existe. Mais j'ai hésité, et c'est quand quand on a choisi l'Hacienda, quand j'ai fait des photos dans l'Hacienda, c'était le format parfait pour contenir ces hautes portes. Donc voilà, c'était une décision qui s'est faite assez clairement. Le noir-blanc, bon, le noir-blanc, c'est toute ma vie, c'est tout mon travail, c'est depuis le début. J'ai d'abord travaillé comme photographe pendant plus d'une quinzaine d'années, toujours en noir-blanc, le cinéma toujours en noir-blanc. Et plus ça avance, plus je découvre en le faisant que c'est pas un choix esthétique, qu'il y a une réalité là derrière qui m'intéresse beaucoup, c'est le
Déjà, le noir-blanc, il est hors temps, il est ailleurs. Ça m'intéresse beaucoup pour les histoires que j'essaie de raconter. Il y a, ce que je dis souvent, c'est que c'est une image qui n'est pas terminée sans le regard du spectateur. Il y a comme une part manquante qui demande au spectateur de venir dans le film. Certains disent qu'ils voient de la couleur d'ailleurs, c'est assez surprenant. Et puis la troisième chose, sur un plan plus philosophique ou mystique si on veut, mais il y a ce travail plus profond sur l'ombre et la lumière. Et je ne pourrais pas faire un film autrement qu'en noir-blanc. Et la question du feu, donc. J'ai eu aucun plaisir à mettre le feu à... Il demandait si j'ai eu un plaisir à te mettre le feu. Non. Pour moi, le feu, c'est toujours la purification. Mais en même temps, je crois qu'elle rêve du feu parce qu'elle elle a mal, c'est ses douleurs, c'est sa souffrance. Mais ça la purifie en même temps. Mais elle se sent en flamme, elle part, elle compte les minutes avec sa douleur. Et elle a peur. Alors, cette peur la fait s'imaginer en flamme, non? Peut-être. Il faudrait appeler Freud. Mais c'est ce que je pensais en voyant le film. Parce que avant, je n'avais pas réalisé pourquoi. Maintenant, je l'ai senti. Et toi, qu'est-ce que c'est pour toi le feu? Ce qui est fascinant avec la poésie, en tout cas ce type de cinéma-là, c'est qu'on n'a pas réponse à tout et qu'on ne sait pas tout très bien pourquoi. Il y a beaucoup de choses qui arrivent comme des intuitions, comme des sensations, comme des choses qui paraissent être justes. En tout cas, on sait quand elles sont justes ou quand elles sont fausses. La plupart du temps, les meilleures idées, c'est pas moi qui les ai, elles viennent parce que je me suis rendu disponible pour qu'elles arrivent. Mais ouais. Est-ce que je peux m'exprimer en español? Aucun souci. D'accord. Bueno, enhorabuena por la película. Me ha parecido maravillosa. Hay muchísimos temas intrahistorias que han resonado, así que gracias por esta película y por este debate. Y quería preguntarle a Ángela qué escena le pareció más dura o más difícil de interpretar a nivel emocional para poder transmitir ese contacto con la fragilidad humana entre ese momento de vulnerabilidad cuando sale su peor versión y le grita a él y a ella, el momento en que habla de ese aborto y de esa violación cuando era joven, o el momento en el que ya está a las puertas de la muerte y siente que su vida se apaga y ya es el final definitivo. Yo creo que... Pero maintenant, on fait juste une petite traduction pour aussi expand. Non, juste en fait, déjà félicitations pour le film magnifique et tout. Et la question porte autour en fait de certains moments. Quels étaient les moments les plus difficiles, les plus durs pour toi en termes d'émotion, de transmission de l'émotion dans le film, et notamment par rapport à deux moments différents où tu racontes de l'avortement, en fait, de ton passé, donc du personnage de Lena, et le deuxième était... Oui, c'était ça. El momento de vulnerabilidad cuando le grita a él y a ella y dice ¿qué pasa? C'est ça qui t'a fait plus mal à toi. Parce que moi aussi. Ouais, quand elle perd le contrôle d'elle-même, c'est ça qui était plus
plus difficile. Ou quand elle, d'une certaine façon, faisait une espèce de trahison à Andrés, non? Devant son ami, il dit, ah oui, lui, il est là, parce Le qu'il est jardinier, mon jardinier, mais c'est pas... Je veux dire, tu sais où il est la sortie, sachant comment André est, ça m'a coûté beaucoup de le faire. Mais j'ai préféré de mourir. Y respecto a la violación y luego ese Ça, bebé que no nace con vida, sino que tienes que darle a luz. Imagínate quelque chose comme ça, non? Imagine, c'est un trauma pour toute ta vie. Mais c'est incroyable comment une femme si intelligente comme Lena est reste avec ce trauma. Elle se dit, bon, je ne veux plus, parce qu'elle arrête de croire en elle. Elle pense qu'elle elle sait pas donner la vie à un être humain parce qu'elle a perdu son enfant elle est mort, et là elle a dit, je ne vais pas porter la mort, no more, je ne peux plus. Elle a, cette peine l'a tuée, elle, comme créatrice de vie, non? Elle a un doute qu'elle puisse le faire. Et ça c'est sa grande peine. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'éloigne des gens à la fin. C'est beaucoup de choses qu'elle a. Elle a été profondément amoureuse de son homme. Elle l'a perdu catastrophiquement dans un terremoto, non? Tremblement de terre. Ouais. Et je veux dire, on est très fragile, les enfants qu'on habite. C'est très difficile de vivre avec tous ces traumas-là, non? Alors, je comprends cette femme. Comment elle a pu imaginer qu'elle allait être capable d'aller vers la mort toute seule? Comment ça se fait? Pendant que, par expérience, on sait qu'on aime être entouré de gens qu'on aime. On a besoin de gens qu'on aime à côté de nous. Par l'expérience que j'ai de vie, non? De mon papa et ma mère qui sont partis, et la première chose qu'ils sont demandé, c'est d'être avec nous tous. Et comme s'ils ne pouvaient pas donner ces pas-là sans nous avoir tous autour. Et on a besoin de l'amour. On vient de l'amour et on part avec l'amour. Et ça, c'est la loi de ce miracle qu'on a en continuation, non, qui est la vie. Merci beaucoup. Merci, toi. Je vois ici une main tout devant. Je voulais savoir si vous pourriez dire un peu plus sur les frères qui est décédé, dont il ne peut pas aller dire au revoir et à l'enterrement. Je crois que c'est aussi c'est la blessure de Léon, ça, qu'il a besoin de pouvoir réparer d'une manière ou d'une autre. Et il va chez Léna, pas parce qu'il a un toit et qu'on lui offre un lit, mais il voit que là, il peut aussi peut-être faire ce qu'il n'a pas pu faire avec son frère. En tout cas, il y a comme une boucle qui se boucle pour lui. On doit s'accompagner, on doit se donner la main, on doit et de ne pas avoir pu le faire avec son frère, je pense que ça l'engage encore plus à rester avec Léna. Un autre commentaire ou question?
Je vous en prie. Le feu, en fait, vous avez le feu 2 fois. Vous l'avez le feu juste au début aussi. Et puis, les têtes de mort, c'est quelque chose qui est assez courant au Mexique. El Día de los Muertos, c'est très important. Et moi, je voyais 2 possibilités pour l'explication de ces têtes de mort. C'est que la tête est à lui et qu'il l'utilise pour protéger sa maison, justement, des ouvriers, de ces gens, los ricos, qui veulent venir prendre aussi sa vie. Donc, je voyais qu'il y avait 2 possibilités. Et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette magnifique maison? Aussi de la maison à lui, qui est aussi très belle. Et vous avez dû tout détruire pour faire le film? Que la moitié. Que la moitié, mais vous avez... Qui était détruite et qu'on a reconstruit. Et, Ah, ouais. et vous avez donné la maison à quelqu'un? Non, elle appartenait à une famille de Telchac, là où on a tourné, qui a accepté qu'on reconstruise la partie détruite pour ensuite la casser. Waouh, Et, ouais. quelle confiance! What trust! Et la magnifique demeure de Lena? Ça, c'est une hacienda magnifique qui est dans un tout petit village du Yucatan qui s'appelle Santa Ana. J'ai fait des repérages pendant 4 ans au Mexique, surtout dans toute cette région du Yucatan pour trouver les lieux de tournage, pour trouver les maisons, la hacienda, j'en ai vu, il y en a énormément perdues dans la jungle, certaines sont recouvertes de lianes et de branches, et la jungle a complètement mangé ces maisons, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Certaines qui sont très luxueuses et qui ne convenaient pas au film, d'autres qui sont dans des états qui étaient trop abîmés pour que la décoration du film puisse refaire quelque chose. Et puis là, on a trouvé cette maison qui extraordinaire, qui était un peu loin de là où on logeait, donc on avait beaucoup de trajets tous les jours pour aller sur place, mais voilà, là aussi c'est une rencontre, c'est tout d'un coup un lieu qui nous dit c'est ici. Et finalement, le vent, il n'arrête jamais. Et les tempêtes, il y en a autant. Oui, bah, en tout cas le vent c'est un personnage constant du film, mais du Yucatan. En tout cas la période où on a tourné, il y avait tout le temps du vent. Et puis l'esprit du vent était avec nous parce que c'est vraiment, j'en ai les frissons d'en parler, mais il y a cette scène incroyable où, sur la terrasse où Lena parle avec Léon, se confie sur son passé, sur cet enfant perdu. Et puis à la fin de cette scène, il n'y a qu'une prise comme ça où tout d'un coup le vent se lève. D'un coup, tu finis de parler et tout d'un coup, il y a tous les arbres qui se mettent à bouger d'une manière complètement... Pour moi, elles sont la présence de Dieu dans ce moment-là. Parce que lui, il a dit, Dieu est dans le vent, dans la lumière, dans l'air qu'on respire. Pour moi, c'est ça, Dieu. Il lui dit ça. Et quand elle raconte sa grande peine, non, qu'elle regrette de ne pas avoir voulu avoir plus d'enfants parce qu'elle ne croyait plus en elle. Et qu'elle est arrivée à lui raconter ça. Et à un moment donné, elle sent que la nature change. Quand elle finit de raconter ça, elle sent ces signes, non? Comme si Dieu disait, OK, I'm here, come on. You're my baby, I love you. Like it is for me. So it is magic, life is magic. But it is, it's life. Est-ce que c'est difficile quand vous avez fait quelque chose d'aussi magique, d'ensuite de quitter, de ne pas vouloir rester au Yucatan? Et puis finalement, comment est-ce qu'il a fait pour apprendre tout son texte? Et je suppose qu'il le récitait quand il dit Dieu est dans le vent, etc. Il le dit dans sa langue à lui. Oui. Et Ça, c'est typiquement une scène où, par exemple, il était complètement bloqué. Il n'arrivait pas du tout à...
Et j'étais malheureux pour lui, on était tous malheureux pour lui, parce qu'un tournage, c'est la guerre, en fait. C'est très difficile, un tournage. Il y a beaucoup, beaucoup de gens, le temps passe vite, on n'a pas le temps de faire les choses, ça court dans tous les sens. Une scène qu'on n'arrive pas à tourner aujourd'hui, on ne pourra pas la refaire demain. Donc il y a une pression qui s'installe qui est assez toxique. Et pour quelqu'un comme Andrés, c'est une pression insupportable. Et ce jour-là, à table, il se bloquait complètement, quoi. Il n'arrivait plus. Et on est sorti un peu, on a été courir dehors, tu te souviens, on a été jouer un peu dehors, et je lui ai dit, mais maintenant tu oublies complètement ce texte, parle même en maya si tu veux. Simplement, tu es avec Angela, tu n'es même pas avec Lena, tu es avec Angela, et tu lui parles ce que toi tu ressens de ça. Et tout le film, ça a été comme ça, d'essayer de m'adapter au plus près de ce qu'il était, de ce qu'il vivait, pour surtout pas l'abîmer, pour surtout pas le forcer à jouer quelque chose qu'il n'était pas, quoi. Le moment est arrivé, oui, de nous saluer, en tout cas ici, nous sur scène, vous en bas, peut-être de se rencontrer à l'extérieur de la salle. Mais encore une fois, et c'est jamais assez, on tient vraiment à remercier profondément Ángela Molina d'être ici avec nous et d'être dans le cosmos, vraiment. Germinal, merci, vraiment, merci beaucoup, beaucoup. C'est un film qu'on devrait prescrire, je pense, un peu à voir régulièrement. Et merci à toute l'équipe qui a travaillé sur ce film. Merci beaucoup. Merci.